Bon, bah, on va démarrer. Alors, en modérateur, nous avons donc le professeur Francesca Joly qui a un problème de connexion, mais ça va se résoudre prochainement. Elle est coordinatrice médicale donc, du centre de référence des maladies rares digestives au sein de Beaujon. Et moi-même, Jean-David Bost, je suis en fait le directeur adjoint en charge de la vie associative et territoire au sein de l'association AFA Crohn RCH France. Et donc, on tenait vraiment à remercier nos gentils organisateurs de nous avoir proposé cette invitation. On va avoir plusieurs présentations, à peu près d'une dizaine de minutes à chaque fois. Mais avant de démarrer sur la première présentation, on a la chance de recevoir pour l'introduction Ladislas Karsanti, qui est donc directeur de la recherche, de l'innovation et de la stratégie au sein de l'APHP Nord. Et bah, je propose de lui laisser la parole pour cette introduction. Merci à vous. Et juste, pardon, au niveau technique, vous avez la possibilité d'échanger dans la partie conversation. Il y a une partie questions et réponses que je vous invite à utiliser si vous avez des questions à poser à nos prochains intervenants. Et Monsieur Carsanti, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette cinquième édition des webinaires Maladies rares de la plateforme d'expertise Maladies rares Paris Nord. Comme chaque année, ce rendez-vous s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des maladies rares, un moment fort pour notre communauté, l'occasion de mettre en lumière le travail remarquable accompli chaque jour dans nos centres, nos associations de patients partenaires et nos filières. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, sachez que chaque webinaire est enregistré et mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Ce début d'année 2026 est particulièrement riche pour la plateforme. Je suis heureux de vous annoncer notamment la labellisation de notre 102e centre maladies rares à Paris Nord. C'est le centre de compétences des maladies rares de l'hypophyse à la Riboisière. C'est aussi l'occasion de saluer l'officialisation de la co-coordination médicale de la plateforme par le docteur Élise Bismuth, qui succède à Julienne Léger, que nous avons eu la douleur de perdre récemment. Je souhaite également souligner à quel point les maladies rares constituent un champ fécond pour la recherche à Paris Nord. Les résultats des appels à projets ministériels en 2025 sont excellents, avec 5 projets lauréats qui ont été obtenus par des chercheurs du périmètre Paris Nord sur des sujets maladies rares. Et cela témoigne de la vitalité de notre communauté scientifique. La plateforme continue, de son côté, d'accompagner concrètement cette dynamique avec la collecte de données des centres sur Bamara pour alimenter les études que l'on peut réaliser ensuite avec la BNDMR, le soutien aux projets de recherche en lien avec les URC de nos différents hôpitaux et plusieurs initiatives à venir dans les prochains mois. On aura notamment un escape game sur le thème de l'errance diagnostique qui est prévu au mois de mai à Bichat. Et nous travaillons également au lancement d'un groupe Kids France au CIC de Robert Debré, visant à constituer un comité de jeunes patients impliqués dans la recherche. Un projet qui nous tient particulièrement à cœur et qui est très en lien avec la thématique de notre webinaire d'aujourd'hui sur l'implication des patients dans la recherche. Enfin, un appel à projet avec la Fondation Maladies Rares sera lancé en mai ou juin pour les centres du GHU Nord. Pour cette cinquième édition de nos webinaires, nous avons souhaité mettre en lumière l'implication des patients dans les essais cliniques dans les maladies rares. C'est une priorité de la PHP que de travailler davantage avec les patients en les associant à tous les stades de la recherche, de la conception des essais jusqu'à leur évaluation. Le champ des maladies rares est, comme souvent, un terrain novateur à cet égard. Nous avons l'habitude d'y travailler en étroite collaboration avec les associations de patients qui s'impliquent de longue date dans la recherche. Nous avons donc conçu un beau programme sur ce sujet et espérons que les exemples présentés aujourd'hui pourront inspirer d'autres démarches dans le champ des maladies rares comme au-delà. Je vous souhaite donc un excellent webinaire et cède à nouveau la parole à nos modérateurs. Bonne édition à toutes et tous.
Merci beaucoup, hein, Monsieur Carsanti, pour cette introduction. Effectivement, aujourd'hui, on est vraiment sur cette thématique de l'implication des patients dans les essais cliniques, notamment au sein des maladies rares, puisque c'est notre spécialisation, on va dire, ce midi. Et je vais laisser la parole à notre première équipe qui est présente. Et bah, tout simplement, je vais vous proposer de peut-être vous présenter tous les trois. Et puis, je vous laisse la parole. Pour les 99 personnes autres présentes, n'hésitez pas à intervenir dans le chat et puis de poser vos questions. Voilà, c'est à vous. Bonjour à tous, merci beaucoup, merci de votre invitation et merci pour l'organisation. Merci à Monsieur Carsanti également. Donc, je suis le docteur Anna Mermani, je suis pédopsychiatre et je suis coordinatrice médicale du centre référence déficience intellectuelle et troubles du neurodéveloppement de cause rare à l'Institut Robert Debré du cerveau de l'enfant et bien sûr dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de Robert Debré. Bonjour. Voici donc Monsieur Lécuyer, qui est donc président de l'association du syndrome de Phelan-McDermid. Et puis, on présentera aussi le professeur Anne-Claude Tabet, qui, je pense, est là également. Et qui, Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Très bien. On vous entend, c'est bon. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Bravo à l'équipe, merci. Docteur Margoni, je vous propose de commencer. Très bien. Donc, le syndrome de Phelan-McDermid, c'est un trouble du complexe du neurodéveloppement qui associe des troubles du langage, des troubles du développement intellectuel, des troubles autistiques, avec des hypotonies sévères précoces dès l'enfance. Il existe des comorbidités type épilepsie, ophtalmologique, rénale, des symptômes gastro-entérologiques sévères, mais il n'y a aucun signe pathognomonique de ces troubles. Face à cette hétérogénéité de phénotypes, on voit qu'il y a une génétique complexe parce qu'il s'agit souvent dans les descriptions de délétion donc de la partie terminale du chromosome 22 et notamment on s'est intéressé à l'haploinsuffisance du gène SHANK3. SHANK3 c'est une protéine d'échafaudage de la densité de la région postsynaptique des neurones glutamatergiques. Il existe également des formes mosaïques et des chromosomes en anneaux. Nous avons écrit avec Anne-Claude Tabet un protocole national de soins qui a été publié sur la HAS et également un protocole de soins au niveau européen qu'on a écrit avec les associations, bien sûr, et les usagers directement. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, on s'est intéressé particulièrement au syndrome de Phelan-McDermid parce qu'il y a une historique. On sait que les troubles du spectre de l'autisme et les troubles du neurodéveloppement, ce sont des troubles qui certes sont fréquents, mais qui sont représentés par beaucoup de causes qui, elles, sont rares. L'idée, c'était pour ces symptômes-là, pour ces personnes qui ont des singularités, retrouver des causes et pouvoir faire des sous-groupes afin d'identifier des nouvelles cibles thérapeutiques. Lorsqu'on a donc découvert en 2007 avec l'équipe du professeur Bourgeron à l'Institut Pasteur les premiers gènes des troubles du neurodéveloppement et notamment des troubles du spectre de l'autisme, SHANK3 a très vite été identifié comme un gène fondamental et l'équipe américaine Cathy Phelan a décrit suite à cela le syndrome, syndrome pour lequel on a estimé, suite à beaucoup d'années de travaux de recherche dont c'est pas l'enjeu aujourd'hui de vous parler de ça, a fait qu'on a voulu faire émerger des stratégies thérapeutiques pour cibler l'haploinsuffisance de SHANK3 et c'est ainsi qu'on a fait cette étude prospective multicentrique donc visant à introduire du lithium versus placebo en double aveugle chez des enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme et un syndrome de Phelan-McDermid. On peut passer à la diapositive suivante. Donc l'essai s'est déroulé sur 12 semaines avec plusieurs visites au centre d'investigation clinique de l'hôpital Robert Debré. Il y avait eu un appel à projet de lancer, on a eu la collaboration de nombreux centres référence maladies rares pour que les patients qui étaient suivis dans d'autres centres que les centres parisiens soient informés de l'essai. Et puis bien sûr, ça a été largement diffusé, on a eu largement l'association de l'association Phelan-McDermid pour lequel nous nous réunissons de toute façon tous les ans afin d'avoir un comité scientifique au sein de l'association. L'idée, c'est pas de rentrer dans les détails de l'essai, mais globalement, le message que je veux transmettre aujourd'hui avec Monsieur Lécuyer et Anne-Claude Tabet, c'est que l'essai s'est extrêmement bien passé. Souvent, quand il s'agit de pédiatrie et de maladies rares, il y a une inquiétude
de proposer ce genre d'essai parce que c'est compliqué pour les familles. Il s'agit du champ de la pédiatrie et c'est un champ où il y a finalement encore assez peu d'essais thérapeutiques et notamment entre guillemets, gènes ciblés. Mais le message qu'on veut transmettre aujourd'hui, c'est que non seulement l'essai s'est extrêmement bien déroulé d'un point de vue de la logistique, que celui de l'implication des associations de famille, mais aussi de tous les partenaires. Et quand je dis les partenaires, j'insiste et je remercie vraiment notamment l'hôpital Robert Debré et plus largement le GHU, parce que le département de Paris-Nord, parce que c'est vrai que c'est aussi des professionnels qui n'ont pas forcément l'habitude de voir des enfants qui ont des syndromes génétiques et des maladies rares. Et j'ai vu le CIC, la pharmacie centrale de l'hôpital, vraiment se saisir de ça, et ainsi que le service de génétique. On peut passer à la diapositive suivante. Le message qu'on veut transmettre aujourd'hui, et ensuite je laisserai la parole à monsieur Lécuyer, c'est que finalement c'est une organisation comme une petite danse où tous ensemble on se met autour de la famille, des associations et ça nécessite l'implication des chercheurs, bien sûr, de l'Institut Pasteur, du laboratoire de Thomas Bourgeron, mais aussi de l'Institut ISTEM à Évry, du Centre d'investigation clinique, de la pharmacie, des épidémiologistes et bien sûr du corps médical, des psychiatres, des pédopsychiatres et des généticiens. Et tout ça, ça n'aurait pas été possible sans la volonté de l'association d'être à nos côtés, alors qu'effectivement, c'est pas si évident, c'est pas trivial de proposer un essai thérapeutique médicamenteux à un enfant qui a une maladie rare. Je laisse le flambeau à monsieur Lécuyer et que je remercie vraiment d'avoir accepté de venir avec nous aujourd'hui. Merci, merci Anna et merci beaucoup pour cette invitation et l'organisation de ce webinaire. Donc je peux pas activer ma caméra, c'est pas grave. Donc je représente et donc je suis le président de l'association française du syndrome. Donc vous voyez, j'ai mis l'adresse du site internet. Donc aujourd'hui, ça réunit l'ensemble des familles qui sont touchées, donc qui ont des enfants plus ou moins jeunes, touchés par ce syndrome, qui est une maladie rare. Donc à peu près 130 enfants aujourd'hui dans l'association. J'ai mis une petite carte pour localiser ces différentes personnes. Donc on regroupe des personnes dans l'ensemble de la France et pays limitrophes francophones. Et donc on a trois grands piliers dans cette association. Donc évidemment, ce qui est important, c'est d'accompagner les familles. Accompagner les familles avec du conseil, des échanges, l'organisation d'informations, des orientations vers le réseau de professionnels. On a un groupe d'échange qui est très riche, animé quotidiennement avec différentes questions qui peuvent être adressées, des conseils. Accueillir les familles. On en a eu beaucoup d'adhésions, je veux dire beaucoup parce que c'est vrai que c'est significatif suite au film Qui brille au combat, qui a mis en lumière ce film, par des recherches, etc. Et puis la génétique aussi progresse et il y a beaucoup d'enfants qui sont diagnostiqués assez jeunes actuellement, qui rejoignent l'association. Et c'est important de les accompagner et de pouvoir proposer un certain nombre de soutiens. Voilà, c'est également des week-ends famille que l'on organise de manière annuelle, voilà, dans toutes les régions qui arrivent prochainement à l'été. C'est également des communications auprès des professionnels, auprès du grand public pour sensibiliser, auprès des établissements qui peuvent accueillir des personnes avec des troubles du spectre autistique. Je ne vais pas revenir sur la présentation du syndrome, mais dans des établissements comme ça, là on a quelques échanges prochainement, quelques visios avec des gens qui veulent en savoir un peu plus et aussi pousser à la détection, si je puis dire, pour caractériser le syndrome. Et comme je disais, la génétique progresse sur ce plan-là. Et un troisième point, et là je remercie vraiment la recherche et soutenir la recherche. Donc on a pu faire en tant qu'association quelques dons et avoir un rôle, j'en parlerai un peu plus là juste après, avec la recherche. On a eu un retour de cette étude. Je remercie Anna, Anne-Claude et Thomas d'avoir pu présenter à toute l'association, à tous nos membres, les résultats de cette étude de manière très, très détaillée, parce que c'est beaucoup de questions pour ceux qui n'étaient pas dans le protocole, et également ceux qui étaient dans le protocole pour voir les résultats, où on en était, les prochaines étapes, etc., et informer ceux qui étaient autour, d'avoir un certain nombre d'informations et quelles sont les pistes et la visibilité.
Et évidemment, on est en étroite relation avec d'autres associations, tant sur le plan européen que autres ailleurs dans le monde. Et évidemment, comme ça a été lancé aux États-Unis avec la fondation aux États-Unis. Donc, on a des échanges très réguliers. On peut D'accord. Et passer justement, au slide suivant. sur cet aspect recherche par rapport à la clinique, ou plutôt la mise en place, professeur Tabet. Je suis la responsable du laboratoire de cytogénomique de l'hôpital Robert Debré et je suis aussi responsable du laboratoire médical de référence du syndrome de Phelan-McDermid et des troubles du neurodéveloppement, dont l'autisme. Donc, pour les travaux engagés avec le docteur Mariani, Thomas Bourgeron, l'association, etc., la publication d'une première étude observationnelle sur le syndrome de Phelan-McDermid, on a engagé une recherche plus fondamentale sur cet aspect-là, dans le but d'essayer de mieux comprendre ce syndrome qui, Anna l'a sûrement dit, mais peut-être un peu rapidement, a cette particularité d'être extrêmement variable tant sur le plan clinique que sur le plan génétique. Et la corrélation que l'on peut trouver aujourd'hui entre les mutations génétiques que l'on a identifiées et les relations cliniques sont quand même à une frontière encore très très large et tous les symptômes qui s'associent à ce syndrome, qui sont très variables selon les enfants ou les personnes atteintes, ne sont pas tous explicités de façon claire. Et donc la recherche est engagée pour ce syndrome et donc on a un CVP qui a été déposé et une étude que l'on appelle EUQ13 pour EU pour Europe, Q13 parce que c'est la région du bras long du chromosome 22 qui est engagée au niveau 1,3. Et donc, on a aujourd'hui une centaine de patients qui ont déjà intégré la recherche pour lesquels nous allons faire du génome complet et essayer de mieux comprendre quelles sont les variabilités génétiques qui peuvent être en relation avec ces différents symptômes que présentent les enfants ou les adultes. Une grande partie de la recherche également est d'essayer de comprendre mieux l'évolution de cette maladie au fur et à mesure du temps, parce que, comme l'a dit Monsieur Lecuyer, on diagnostique des enfants de plus en plus jeunes, mais certains adultes n'ont pas été bien phénotypés et diagnostiqués, et il est très intéressant d'aller essayer de regarder justement au niveau longitudinal comment ces enfants diagnostiqués aujourd'hui vont évoluer, et d'essayer d'avoir un petit peu plus de données justement sur les questions que l'ensemble des parents se posent, l'ensemble des familles se posent. Comment mon enfant va évoluer? Est-ce qu'il y a des particularités à surveiller? Est-ce que les âges charnières de la position enfant à la position adulte, à un âge un peu plus avancé, est-ce que ça doit être surveillé, etc. Et donc tout ça est l'objet de cette recherche fondamentale qui est engagée sur l'hôpital Robert Debré, avec l'Institut du cerveau de l'enfant et aussi aux côtés de Thomas Bourgeron à l'Institut Pasteur. Est-ce que vous avez réussi, à avoir le nombre de participants que vous attendiez par rapport à l'étude? Tout à fait, Alors, tout à fait. On a eu nombre par Je suis désolé, participants je me fais presser par le temps, donc je vous presse par le temps, je suis désolé. Tout à fait. On a Ok. eu, on a eu le nombre de participants, alors que c'est une maladie effectivement rare. Et ça, encore une fois, ça a été possible grâce à l'association aussi, qu'on tenait au courant régulièrement et pour lequel on avait des échanges réguliers, sachant qu'en plus on avait des critères un peu exigeants d'inclusion. Donc c'était pas si évident sur le casting au début, sur le papier au début, et finalement ça s'est vraiment très bien déroulé. D'accord. Et donc, à l'heure Et c'est la actuelle, même vous avez chose pour combien de l'étude. centres qui sont partenaires? Alors, nous, on Alors, est le centre de référence, on est un centre de référence à Robert Debré. L'association, elle est localisée partout. Il y a, enfin, il y a plusieurs, Ou de centres participants, plusieurs, pardon. et c'était monocentrique, cette étude. C'était monocentrique. Tout a été fait à Robert Debré. alors non. Tout a été fait à Robert Debré. On parle de deux choses peut-être un peu différentes. L'ISFEM était effectivement monocentrique
Et l'étude EUQ13 est pluricentrique. Celle qui est présentée ici Pardonnez-moi. est plus... Pardonnez-moi. Voilà, il y a deux choses en fait. L'ISFEM était effectivement monocentrique et EUQ13 est géré par Robert Debré et l'Institut Pasteur, mais de nombreux centres français y participent. Allô? Très bien, oui, non, vous avez entendu, merci beaucoup, hein. Je suis désolé, je vous presse un petit peu dans votre présentation parce qu'on a un timing qui est serré avec quatre présentations. J'avais quand même une petite question pour Thibault Lécuyer. Est-ce que vous pouvez revenir sur à partir de quel moment en fait on vous a proposé d'intégrer l'association dans cette étude en 30 secondes? Assez tôt parce que c'était essentiel d'avoir des patients, donc assez tôt, je n'ai pas le phasage exact par rapport au planning de recherche, mais assez tôt, et après avec le fait de relayer, et c'est vraiment notre rôle de le relayer auprès des familles, et d'avoir effectivement ces critères un petit peu particuliers en termes d'âge, de typologie, etc., de pouvoir remonter tout ça et de communiquer auprès des familles pour voir si les enfants pouvaient être inclus dans cette recherche. Et ce que je veux juste dire, c'est que voilà, la recherche, c'est fondamental parce que ça donne de la perspective, quelque part de l'espoir. Donc il y a tout le plan de la thérapie du quotidien, mais également cette vision long terme. Et c'est important pour nous et pour voilà, tous les membres de participer à ce progrès. Bien sûr. Et d'être acteur aussi Voilà, quelque part de sa d'être santé acteur à et de la recherche. notre Est-ce petite échelle. Voilà. Pardon, docteur Anna Mariani ou professeur Anne-Aude Cabet, vous voulez faire un petit mot de conclusion sur cette présentation? Rajouter quelque chose Ce que je dessus? voulais juste terminer par dire, c'est qu'il faut se lancer. Et c'est pas possible sans les usagers et leurs représentants. C'est médicalement la plus belle aventure que j'ai vécue et j'ai hâte de poursuivre l'aventure. Merci beaucoup. Pareil, je remercie vraiment. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais On vous pareil, je entend bien. remercie beaucoup Monsieur Lécuyer et par lui-même l'association qui travaille beaucoup et qui sont à nos côtés et dont on a besoin pour notamment le phénotype précis des patients. J'insiste beaucoup parce que c'est très important quand on fait de la génétique et voilà. Et leur présence à nos côtés est très importante et merci beaucoup pour votre invitation pour le webinaire également. Merci à votre présentation à 3, c'est jamais très Merci à simple. votre présentation à 3, c'est jamais Et très je propose de simple. passer à la présentation suivante, en fait, qui, elle, on a un seul intervenant et il va nous parler des effets placebo, pardon. Et donc, professeur Vincent Agalarondo, pardon, je vous ai coupé le nom, je vous laisse la parole. Toujours 10 minutes max. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Et donc, effectivement, moi, je vais vous parler d'une petite analyse des derniers essais qui sont parus dans l'amylose héréditaire à transthyrétine. Moi, je coordonne le centre de référence qui s'occupe de ces maladies-là sur Bichat. Alors, j'essaye de passer. Voilà. Juste. Voilà, c'est bon. Donc, au passage, j'ai des liens d'intérêt avec toute l'industrie sur le truc. Donc, faites très attention à tout ce que je vais dire. Juste pour vous remettre un petit peu le panorama du truc, l'amylose à transthyrétine, c'est une maladie autosomique dominante et qui est médiée par la production d'une protéine toxique, la transthyrétine, qui est produite essentiellement par le foie et qui va circuler sous une forme de tétramère. Et quand cette protéine est instable, elle va se débobiner, se mettre sous forme de protofilament et puis se déposer dans les organes cibles, dont principalement le cœur et le système nerveux périphérique. Et donc actuellement, le panel des thérapies dans l'amylose à transthyrétine, la première thérapie qu'on a eue, c'était de remplacer le foie pour éviter la production des formes toxiques de protéines dans les amyloses héréditaires. Et puis, on a vu l'arrivée de stabilisateurs qui stabilisaient la protéine sous sa forme physiologique tétramérique, donc qui évitait ce débobinage ensuite sous les formes toxiques. Et puis, il y a eu des silencers, avec en particulier des siRNA, des oligonucléotides anti-sens et même plus récemment
de la thérapie CRISPR-Cas9 qu'on a commencé à faire cet été dans le service pour supprimer la production hépatique de transthyrétine. Et enfin, plus récemment, on a aussi des anticorps monoclonaux qui ciblaient les dépôts déjà effectués de la protéine. Alors pour tout ça, il faut faire des essais. Et donc, on va passer très rapidement les essais qui ont été faits dans l'amylose sur l'atteinte cardiaque avec l'efficacité sur la mortalité. Donc vous avez le premier essai à gauche qui était un premier essai sur les stabilisateurs, suivi du deuxième sur l'acoramidis, pareil, sur un stabilisateur, et le troisième sur un silencer. Et à chaque fois, on a une réduction d'environ 30% de réduction de mortalité relative. Donc, on a l'impression que ça marche vraiment bien. Et puis, sur la partie neurologique, on a eu à peu près la même chose avec des stabilisateurs, des silencers, des oligonucléotides, enfin des siRNA et des oligonucléotides antisens. Et à chaque fois, on se rend compte que ça marche vraiment très, très bien. Et donc, on en arrive avec aujourd'hui des médicaments qui commencent à avoir l'AMM et un remboursement petit à petit sur l'atteinte cardiaque, sur l'atteinte neurologique. Et on se dit, tout ça, c'est très, très bien, mais est-ce qu'il va falloir les associer? Est-ce qu'il y en a un qui est plus efficace que l'autre? Et là, si on revient sur les essais, on commence à se gratter un petit peu la tête. Donc, la question, vous avez compris, c'est la comparaison de ces essais, des produits et les associations thérapeutiques. Au jour d'aujourd'hui, les guidelines nous aident pas vraiment parce que sur l'atteinte cardiaque, en gros, à chaque fois qu'on a eu un essai, on a eu la recommandation de pouvoir mettre éventuellement le médicament dans les guidelines. Et donc, si on reprend les essais, on se rend compte que les 3 essais dont je vous ai montré les courbes de survie tout à l'heure avaient à peu près les mêmes critères d'inclusion et à peu près les mêmes profils de patients, c'est-à-dire le même sexe ratio, le même âge, à 2-3 ans près, ça ne bouge pas tellement. Et par contre, il y a un truc qui est bizarre, c'est que dans le bras dit placebo de ces essais-là, la survie, elle est de elle est de plus en plus bonne, alors que c'est exactement le même type de malade. C'est-à-dire que on est sur des placebos, un bras placebo qui meurt de moins en moins. Alors, il meurt toujours plus que les autres, mais il meurt de moins en moins. Alors, il y a un petit problème là-dedans, et quand on va gratter un petit peu plus loin, on se rend compte que, au fur et à mesure que les médicaments arrivaient et que les essais sortaient, ça a été de plus en plus difficile de faire un bras placebo. Et donc, dans le bras placebo, alors ça s'appelle placebo, mais on autorise de plus en plus les gens et les patients à prendre un peu ce qu'ils veulent. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est souvent ce qui est remboursé et disponible à ce moment-là dans le pays. Et donc, le premier essai dont je vous ai parlé tout à l'heure, il n'y avait pas encore de médicaments, donc forcément, il n'y avait aucun patient qui était sous traitement anti-amyloïde au début, ni à la fin. Mais à partir du deuxième essai, alors, pour information, la France n'a pas été autorisée à participer au deuxième essai parce qu'on leur avait dit, écoutez, nous, à partir du moment où on a un médicament qui est disponible, on ne peut plus vraiment faire de placebo, de vrais placebos. Et donc, comme c'était un critère d'exclusion, la France n'en a pas fait partie de cet essai-là. Mais vous voyez qu'entre le début et la fin de la période de double blind, on passe de 0 à 17% des patients qui sont sous traitement. Parce que tout simplement, les médicaments sont devenus disponibles et que les gens se mettent sous traitement. Idem pour l'étude Helios B, où là, il y avait certains traitements anti-amyloïdes qui étaient autorisés. Donc, on se rend compte qu'on est de plus en plus sous traitement, alors même qu'on est dans le bras placebo. Et puis, ça continue avec les essais qui ne sont pas encore sortis, Cardio-TTR Transform et Deplet TTR. Et donc, on ne peut plus vraiment parler de bras placebo. En fait, on est dans un bras standard of care, mais on est dans un bras standard of care non contrôlé. C'est-à-dire que, en fonction du timing de l'essai, on se rend compte que le standard of care évolue et que, en fonction de ce qui est disponible dans le pays, les choses peuvent évoluer. Alors, bien sûr, il y a une problématique financière qui est évidente, c'est que le standard of care, il est non payé par l'opératoire. Et donc, c'est pour ça. Juste ce que c'est le standard of care, comme on a le standard of care, c'est le traitement, c'est le traitement qu'on considère comme étant le traitement de référence pour ces patients-là.
Et donc, le traitement de référence pour ces patients-là, au fur et à mesure qu'on a des médicaments qui sont disponibles et remboursés, il évolue. Et du coup, c'est plus éthique de mettre les patients sous un vrai placebo et de leur faire prendre aucun médicament. Et donc, alors que ça s'appelle bras placebo, en fait, on se rend compte qu'il n'y a plus vraiment de patients qui sont sous placebo là-dedans. La dernière problématique, c'est que le traitement de référence, il est stratifié, mais en fait, il n'est pas randomisé. Et ça pose un vrai problème, et on va le voir après, c'est qu'on ne peut pas revenir sur les comparaisons pour derrière voir s'il y a un patient, s'il y a un traitement qui est meilleur que l'autre. Alors, en particulier, la question, c'est celle de la comparaison des traitements anti-amyloïdes. Donc, on veut regarder si le stabilisateur 1 est meilleur que le stabilisateur 2, la stabilisation est meilleure que le silencing, ou le silencer 1 est meilleur que le silencer 2. En fait, la problématique, c'est que chez les patients qui vont être dans un pays où il va y avoir peu d'accès aux médicaments anti-amyloïdes, qui encore une fois sont des médicaments pour les maladies rares et qui sont des médicaments chers, les patients vont rentrer dans un essai pour avoir l'opportunité d'avoir accès à un traitement. Donc, ils n'ont pas tout à fait le même profil que dans les pays qui ont un accès au traitement et qui vont rentrer dans un essai s'ils sont mauvais répondeurs au traitement initial qui est proposé. Ce qui fait que chez les patients qui ont vraiment uniquement du placebo, très souvent, il y a un profil qui est particulier et qui est différent de ceux qui ont le placebo seul avec le traitement actif. Et ça rend les comparaisons de traitement à traitement impossible, c'est-à-dire que même quand on essaye d'appareiller, de faire des scores de propension, d'ajuster, on se rend compte que, alors même qu'il y a des patients qui ont les deux traitements, un seul traitement ou un placebo seul, on ne peut pas vraiment faire de comparaison réelle de ces bras-là. Le dernier point, je vous ai dit qu'il y avait des traitements qui stabilisaient le tétramère et d'autres qui supprimaient sa production. Donc en théorie, sur les associations, il y a un vrai problème de compétition biologique parce que c'est peut-être pas très utile d'aller stabiliser une protéine qui circule plus et à l'inverse, c'est pas forcément utile d'aller supprimer la production d'une protéine qui est parfaitement stabilisée. Peut-être qu'il peut y avoir un intérêt sur les cibles biologiques qui sont différentes, c'est-à-dire que sur les inhibiteurs de fibrilloformation, il y a peut-être un intérêt à les associer avec des anticorps qui vont adresser la clairance de la plaque, mais il y a une vraie question sur la problématique de ces associations. Et vous voyez que, alors même qu'on a tous ces bras qui sont payés par l'industrie et qui sont randomisés, donc c'est-à-dire pour lesquels on a une vraie collecte et un vrai travail de collecte prospective des données, on va avoir du mal à se poser la question. Et j'en veux pour preuve le dernier essai, donc Helios B, qui est sorti, où on avait une sous-analyse qui a été demandée par les autorités de tutelle sur les patients qui avaient le silencer ou qui avaient le placebo, mais en fait qui, dans le placebo, avaient un stabilisateur. Et on se rend compte que cette fois-ci, il n'y a aucune différence significative. C'est-à-dire que chez les patients qui étaient rentrés dans cette étude-là, alors même qu'ils avaient déjà un traitement anti-amyloïde, le fait de rajouter un nouveau traitement qui ciblait la même cascade physiopathologique n'apportait aucun bénéfice en termes de mortalité. Donc la problématique c'est ça, et on en est actuellement à la refonte du bras standard of care, c'est-à-dire du bras de traitement de référence. Et la vraie problématique, c'est une problématique de coût industriel, c'est-à-dire qu'il va falloir que les laboratoires contrôlent ce bras standard of care et rapportent de manière ouverte et loyale les données si on veut vraiment faire des analyses derrière. La deuxième problématique, c'est la refonte des designs d'études. On en est actuellement avec plusieurs études qui sont positives en évaluation unique. Et donc maintenant, le problème, c'est vraiment de développer des essais comparatifs et des essais d'association. Et puis le dernier point,
c'est que vous avez vu, à force que la mortalité diminue dans le bras standard of care, ça devient plus rentable de faire de vrais essais de morbimortalité avec un vrai critère de jugement basé sur la mortalité, parce que les gens meurent moins et donc il faut redévelopper les critères d'évaluation, et on sait qu'il y a une vraie progression de la maladie avec une aggravation de l'insuffisance cardiaque qui amène à l'hospitalisation et qui amène au décès. Et donc actuellement, le but, c'est d'essayer de faire des essais qui se basent plutôt sur des critères d'évaluation un peu moins lourds, mais dont on sait qu'ils sont fortement corrélés avec la mortalité in fine. Voilà, donc en conclusion, des nouvelles perspectives thérapeutiques, c'est une maladie rare, mais vous voyez que c'est une maladie rare où il y a de nombreux essais de phase 3 positifs. Il y a eu un vrai engouement de l'industrie sur cette maladie-là, avec plein d'essais qui sont en train d'arriver et plein d'essais qui sont en cours. Mais en fait, on se rend compte que le fait de passer sur une science qui est très industrielle s'accompagne de faiblesses méthodologiques, avec une complexité de la littérature. Au début, on voit les essais de phase 3, les courbes de survie, on se dit c'est magnifique, tout va bien. Mais en fait, on se rend compte que le point de bascule, c'est qu'on a plus de bras placebo et qu'il faut vraiment faire évoluer les choses, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a encore des essais de phase 3 qui sont lancés contre placebo et qu'en fait, les industriels tablent en fait sur les gens qui sont vraiment sous placebo dans les pays à faible revenu pour faire sortir leur essai et derrière pouvoir le généraliser. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'avais fait un petit édito sur cette problématique-là qui est sortie aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous parlez d'édito, il est sorti dans quel média, dites-moi? En Circulation. Merci beaucoup. Je vois pas de questions particulières. En tout cas, on voit l'évolution des essais en fonction, bien entendu, de l'intérêt des patients. Et si on a une question, pardon, comment peut-on expliquer l'engouement des industriels pour l'ATTR? Alors, c'est assez simple. Moi, au départ, je suis spécialiste des formes héréditaires d'ATTR. Il y a 2000 patients à peu près en France qui ont une ATTR héréditaire. Et en fait, il y a une forme dégénérative de la maladie qui, elle, est beaucoup plus fréquente. Et donc, en fait, les industriels ont vu le coup où ils pouvaient avoir des médicaments au prix des maladies rares pour une pathologie dégénérative beaucoup plus fréquente. Et donc, c'est un peu la timbale des deux côtés. Et c'est vrai que les médicaments marchent sur les deux formes de la maladie. En fait, on se rend compte que dans les essais industriels actuellement, les formes héréditaires ne représentent plus que 10 à 15% des patients inclus. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que le professeur Francisca Joly nous entend? Oui, normalement, vous m'entendez, Super. vous? C'est bon. Après Et on vous voit. de grandes difficultés, là, je suis avec mon téléphone, je n'ose plus bouger. Merci beaucoup et encore merci au professeur Alga Larando. J'avais peut-être juste une toute petite remarque sur ce bon placebo. Finalement, on a l'impression quand même que il y a une amélioration des standards de soins, mais ce qui fait appel au fait à peut-être une inégalité d'accès à ce standard des soins. Est-ce qu'en France, on peut dire qu'il y a une vraie égalité d'accès partout, ou est-ce que c'est vraiment cette inégalité plutôt dans d'autres pays? Alors en France, on a une association de patients qui est l'AFCA, qui est extrêmement puissante. Et on a eu un programme d'accès précoce pour la première molécule qui est le tafamidis. Le tafamidis a été disponible, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on n'a pas fait partie de l'essai de l'acoramidis, parce qu'on l'a eu avant tous les autres, et donc du coup l'essai de phase 3 n'a pas été lancé sur l'acoramidis en France. Le problème, c'est que le tafamidis a été un peu victime, on va dire, de son succès, c'est-à-dire qu'il a été mis aussi de manière très très large dans les formes dégénératives et que le coût du tafamidis est devenu tellement prohibitoire que maintenant, sur les nouveaux médicaments qui arrivent, on va dire que les dossiers vont beaucoup plus lentement. D'accord, merci beaucoup.
Et donc, j'ai le plaisir de présenter les nouvelles présentations sur le rôle des patients pour accompagner une étude institutionnelle dans une maladie rare du foie. Et donc, je laisse la parole, je pense, à Aurélie Plessier pour commencer, puis Liliane Vénia, puis Jean-Paul Morcillo. Bonjour à tous, merci Francisca. Donc effectivement, moi je vais d'abord me présenter, je coordonne le centre de référence des maladies vasculaires du foie à l'hôpital Beaujon et j'anime aussi la filière des maladies rares du foie qui est la filière fil-foie. Et je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui avec Liliane et Jean-Paul de l'accompagnement que nous avons pu avoir pour 2 études institutionnelles dans les maladies rares du foie de l'Association des maladies des vaisseaux du foie. Liliane, est-ce que vous voulez vous présenter? Oui, bonjour à tous et merci beaucoup pour l'organisation de ce webinaire. Merci à la plateforme. Donc moi, je suis Liliane Vénia, présidente de l'Association des malades des vaisseaux du foie. Et comme disait Dr Plessier, on participe grandement dans les études. Bonjour, Jean-Paul Morcillo, je suis donc le trésorier de la MVF. Je suis surtout avec vous cet après-midi. Je suis un patient du docteur Plessier qui a participé au protocole APIS, dont on vous parlera tout à l'heure. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, le rôle de la MVF dans ces 2 PHRC, donc PHRC sont des études institutionnelles, nationales, qui ont pu recevoir un financement donc institutionnel. 2 études qui étaient des études relativement similaires dans leur conception. Une première étude qui s'appelle l'étude REPORT dans la thrombose de la veine porte, qui était un essai randomisé multicentrique français, où on comparait le rivaroxaban, qui est un des nouveaux anticoagulants oraux directs à la dose de 15 mg, contre l'absence de traitement, parce que malheureusement, nous n'avions pas pu financer le placebo dans ce travail, au cours du traitement de la thrombose veineuse portale chronique, du traitement au long cours. Et le deuxième essai est l'essai APIS, où l'on utilise cette fois l'apixaban, qui est aussi un anticoagulant oral direct, versus cette fois un placebo au cours de la maladie vasculaire portosinusoïdale, qui est la petite sœur de la thrombose porte, c'est-à-dire l'obstruction des toutes petites vénules portes dans le foie. Donc l'étude report est terminée et publiée, vous voyez, dans un bon journal qui est le New England Journal Medicine Evidence en 2022, et elle a vraiment pu voir le jour grâce en particulier à l'association de patients qui a participé dès le départ, et ça je pense que c'est très important d'impliquer les patients dès le départ lorsqu'on conçoit une étude de cette envergure, à la fois pour élaborer le protocole, mais aussi surtout pour la faisabilité de ce qu'on va demander aux patients, le nombre de visites, les examens qu'on va leur faire subir pendant l'étude, le suivi, etc., puisque le suivi dure en général plusieurs années. Ils ont aussi été très utiles dans la relecture de la note d'information des patients, qui est souvent un peu complexe, pas toujours compréhensible lorsque ce sont les médecins qui réfléchissent à cette note d'information. Et puis également pour réaliser des plaquettes d'information, on en reparlera. Nous avions au départ sollicité les différents laboratoires pour justement financer une partie de l'étude. Malheureusement, ce financement n'a pas pu du médicament n'a pas pu être réalisé par les laboratoires qui avaient un peu peur qu'on utilise leurs molécules dans ces maladies rares où il y a beaucoup de saignements. Mais l'association a été quand même d'un grand soutien pour réaliser des courriers, expliquer au laboratoire pourquoi nous voulions faire ces travaux. Et surtout, le soutien le plus important est en cours d'étude, parce que quand on a une maladie rare, c'est quelquefois difficile d'avoir le nombre de patients qu'on voudrait inclure dans l'étude, et c'est
extrêmement important. Si on n'a pas le nombre de patients qu'on avait prévu d'avoir, eh ben, l'étude ne peut pas avoir les résultats que l'on attend. Et du coup, l'association a été un vrai soutien pour nous aider lorsque nous avions des patients un peu réticents devant notre proposition en tant que médecin. Souvent, les patients, il arrive que les patients disent je ne veux pas être un cobaye, je ne veux pas. Et en fait, nous avons alors présenté et fait présenter l'étude par les patients de la MVF qui connaissaient très bien l'étude et qui y participaient eux-mêmes. Et ça a été très utile pour bien aider à l'inclusion dans cette étude. Donc la MVF a été un vrai partenaire scientifique et institutionnel de la recherche. Vous voyez ici à droite la courbe d'inclusion APIS qui est à ce titre très proche de la courbe théorique en rouge, la courbe des inclusions est en bleu. Et on a pu finaliser toutes les inclusions pour les 2 études. Diapositive suivante. Donc, effectivement, merci Aurélie d'avoir déjà mis en avant le rôle de l'association. Et effectivement, nous, notre rôle, c'est d'informer, rompre l'isolement. Et à ce propos, je rebondis sur un terme qui a été employé par un intervenant tout à l'heure, c'est la perspective. Et effectivement, les malades posent souvent la question, mais est-ce qu'il y a des études? Est-ce que ça va évoluer, etc. Donc, d'une part, on présente les études lors de notre assemblée générale et on fait des bulletins d'information, donc bulletins annuels, newsletter et aussi des plaquettes médicales. Et en l'occurrence, vous voyez là à l'écran l'exemple de la plaquette médicale que l'on a élaborée sur l'étude Report présentée par le docteur Plessier. Et nous, notre challenge, c'est effectivement d'améliorer la qualité de vie des patients. Ça nous tient à cœur. Donc, effectivement, de participer à l'évaluation de la qualité de vie liée à la santé, d'aider à l'élaboration des questionnaires et à la compréhension est super important. Juste pour expliquer, il y avait un questionnaire qualité de vie qui était ancillaire à l'étude APIS et c'est dans ce sens-là que l'association a aidé dans l'étude APIS. Merci. Et donc, nous sommes une petite association, effectivement, on vit des dons et des adhésions. Et en dehors des dépenses pour aider les malades, on arrive à apporter des soutiens financiers à ces recherches. Donc, en l'occurrence, pour les 2 études là qui sont présentées aujourd'hui, en 2015, on a apporté 40 000 € d'aide pour l'étude Report portée par le docteur Plessier et on a apporté 45 000 € en 2 temps à l'étude APIS portée par le professeur Rotou de Beaujon. Pourquoi 2 temps? C'est-à-dire en 2020, une première aide de 20 000 € et en 2025, période Covid oblige, il y a eu un gel déjà des inclusions. Il y a eu aussi les médicaments qui avaient été achetés au tout début, en 2020, qui s'avéraient périmés. Donc, on a, si je puis dire, réinjecté 25 000 €. En dehors aussi du financement des techniciens d'études cliniques. Et là, on remercie d'ailleurs Jalila qui a beaucoup aidé dans ces études. Donc, au niveau de l'accompagnement des patients inclus, tout à l'heure, Aurélie a prononcer le mot de cobaye. Effectivement, les patients disent ah bah oui, mais est-ce qu'on va pas, oui, je répète le mot cobaye, est-ce qu'il n'y a pas des risques, ça va donner quoi? Donc, des explications personnalisées et puis surtout l'assurance qu'ils sont très suivis
peut-être même encore plus que habituellement, parce que là, il y a des examens encore plus rapprochés. On leur dit aussi que si à un moment donné, il y a un problème, on les sort du protocole. Ils n'ont pas de soucis à se faire. Ils sont très, très encadrés. Donc, on tient vraiment à ce soutien complémentaire à l'équipe de recherche pour, euh, pour maintenir les inclusions, pour accompagner les patients. Et effectivement, comme il est dit là, la NBF, c'est un partenaire de la recherche et des patients. Et je laisse la parole à Jean-Paul qui, lui, va vous faire part de son historique, de son vécu. Donc, ma pathologie, c'est donc, comme l'a expliqué le docteur Plessier, une maladie vasculaire porto-sinusoïdale. Le diagnostic a été fait lors d'une période un peu spéciale pour moi, puisque j'étais sous chimiothérapie. Et c'est justement dans le cadre de cette chimio que les différents bilans sanguins et réguliers également ont détecté un problème sur le bilan hépatique. L'oncologue m'a dit, vous avez un bilan hépatique perturbé. Donc, dans ce cadre-là, nous avons fait des examens complémentaires. Il m'a renvoyé vers mon gastro-entérologue qui a préféré me diriger vers l'hôpital Beaujon puisque c'est le centre de référence pour ces maladies-là. Le ressenti que j'ai eu, je me suis dit, ça y est, j'étais déjà soigné pour un cancer, j'ai encore une nouvelle maladie, ça risque de se compliquer. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et puis, quand je suis arrivé à Beaujon, j'ai senti que le personnel médical était très à l'écoute et a su m'accompagner du mieux possible. Dans le cadre des questions que l'on se pose, dès qu'on vous annonce une nouvelle maladie, surtout en plus à cette période-là, moi, les questions que je me posais particulièrement, c'était est-ce que cette maladie, n'ayant pas de médicaments, va avoir un jour un traitement? Également, est-ce que c'était une maladie que j'allais avoir à vie avec ou sans traitement, ou alors est-ce qu'elle allait disparaître au fur et à mesure? Et également, est-ce que cette maladie pourrait en provoquer d'autres? C'était, comme je vous le dis, dans un cas un peu spécial pour moi. Donc, j'ai donc été dirigé sur l'hôpital Beaujon, et dès la seconde consultation avec le docteur Plessier, l'équipe médicale, avec en particulier Marie et Kamal, m'ont parlé de ce protocole APIS, donc qui était tout à fait pour ma maladie. Ils m'ont parfaitement expliqué plusieurs choses, les aboutissements de la recherche, avec en particulier le souhait d'aboutir à la création d'un médicament, le fonctionnement de ce protocole, c'était juste un médicament à prendre mais à suivre scrupuleusement, et la durée du protocole qui était sur 2 ans. Donc moi, j'ai suivi cette étude de juin 2022 à juin 2024. Pour ma part, j'ai accepté tout de suite ce protocole car j'estime qu'on n'a pas le droit de refuser une telle opportunité. Lorsque vous avez une maladie qui n'a pas de traitement, la première chose que l'on recherche, c'est un traitement. Donc, pour moi, c'était fondamental et nécessaire de participer à ce protocole. Dans le cadre du centre de référence de Beaujon, on m'a tout bien expliqué, on m'a donné des brochures explicatives, on m'a fait signer un accord d'engagement dans le protocole, et comme ça m'a été dit, c'est vrai, on a un suivi un peu plus poussé, qu'on va dire, qu'un malade lambda. Des bilans sanguins, j'en ai fait je ne sais pas combien. Le premier, c'était plus de 30 tubes de sang qui ont été prélevés. Vous voyez un peu ce que ça donne. Au point où mon bras gauche ne voulait plus donner, il a fallu passer sur le bras droit. Des échographies, des IRM, des fibroscans et même une biopsie. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose de très poussé. Durant le protocole, j'étais très bien accompagné. C'est le bénéfice de ce centre de référence. Le personnel était disponible, soit par SMS, soit par mail. Lorsque j'étais chez moi, j'avais une question, un problème. Ils étaient là tout à fait pour répondre rapidement. Après, comment j'ai ressenti ce protocole? Pour ma part, je n'ai rien senti de différent. J'ai pris mes médicaments.
je n'ai pas eu de douleur, contrairement à d'autres malades de la même maladie. Je n'ai pas eu de période de fatigue. Et même vu qu'après, entre-temps, j'ai terminé ma chimiothérapie, petit à petit, je me suis remis à mon activité physique, qui est le footing et le vélo. Donc, j'étais tout à fait satisfait de m'en sortir comme ça, si on peut dire. Et je suis fier d'avoir participé à 2 reprises à la course des héros qui se déroule en juin au Parc de Sceaux et qui est une course qui fait profiter en cours au profit de la recherche médicale et pour ma part, donc, au profit de l'MVF. Ma principale attente, comme tous les malades qui ont suivi le protocole, maintenant, c'est d'avoir les résultats de cette recherche et de savoir ce que ça va donner. Voilà, j'espère qu'il y aura un médicament, hein, ce serait quand même une bonne chose, et au moins la recherche n'aurait pas servi à rien. Voilà en gros ce que je peux dire sur mon suivi, qui je pense sera bénéfique. Merci beaucoup, merci à tous les 3, c'était bien sûr passionnant et merci pour le partage. Alors il y a une question sur le chat, peut-être Aurélie, si tu peux commenter. Au final, une remarque pertinente, on ne peut pas faire de recherche sans les patients. Il faut inclure des patients. Comment on pourrait faire pour les intégrer encore plus en amont? Alors, c'est vrai que dans les études académiques, c'est parfois plus facile. Et donc, est-ce qu'il faut faire des focus group? Est-ce que on pourrait les intégrer encore plus tôt? Alors, et notamment, on voit bien que dans les essais industriels, c'est peut-être encore autre chose, mais quel est ton sentiment? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. L'idée, c'est vraiment d'inclure au plus tôt pour faire au plus juste et au plus réaliste, surtout le déroulement de ces études qui sont des enjeux majeurs, hein. L'étude REPORT, elle a révolutionné la prise en charge des malades. Avant, on arrêtait les anticoagulants. On s'est rendu compte que plus d'un quart des patients faisaient des thromboses grâce à cette étude REPORT. Et donc maintenant, on met quasiment tous les patients qui ont une thrombose porte sous anticoagulant. Ça change complètement la donne dans la prise en charge. C'est le lit des recommandations européennes aussi maintenant. Bref, si on n'avait pas discuté, réfléchi avec les patients, parce qu'évidemment, donner des anticoagulants à des patients qui saignent, c'est quand même difficile. J'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, mais c'est pas facile de présenter l'étude au départ. Du coup, évidemment, il a fallu d'abord en discuter avec l'association et bien expliquer. Le fait d'expliquer aux patients avant les patients qu'on rencontre dans la consultation, ça permet aussi pour nous de clarifier ce qu'on veut faire, pourquoi, comment et comment on voit les choses. Et c'est comme tout, quand on prépare bien un protocole, et en particulier avec les patients, je pense qu'on anticipe mieux les difficultés, les soucis. Et donc, le plus tôt possible, mais évidemment, on est aussi pris par les deadlines des soumissions, où on est souvent très pressé et très... voilà. En général, dans les maladies rares, on travaille quand même de façon assez rapprochée avec les associations de patients et on peut commencer la discussion avant la soumission, même si c'est informel, et poursuivre tout ça au fil soumettre un PHRC, l'avoir, l'obtenir, tout ça, en tout, c'est 10 ans de travail. Un report, c'est 10 ans de travail, en fait. Donc, on a le temps, malgré tout, même si c'est pas juste avant la soumission, c'est quand même avant l'étude. Avant l'étude. Voilà, et mes recommandations, c'est le plus tôt possible. On n'a pas beaucoup de temps, mais je voulais quand même féliciter l'association qui dit oui, on est une petite association. Bon, mais c'est incroyable ce que vous avez fait. Vous soutenez même financièrement la recherche, donc vous êtes au quotidien. J'ai une petite question en fait, puisque justement, dans la newsletter, si j'ai bien compris, vous parlez aussi des études en cours. Est-ce que des fois, ça ne peut pas faire peur justement à certains, ou certains diraient « Ah, moi, j'aimerais bien participer à une étude » et puis au final, on sait que des fois, il y a des critères et tout le monde ne peut pas participer.
Est-ce que vous présentez toutes les études ou est-ce que vous focalisez sur certaines études? Donc, c'est sur des études, comme disait Aurélie tout à l'heure, des études qui sont déjà pensées. Et si on a des questions comme ça par les patients, c'est là justement notre rôle de répondre à leur stress, en disant ben non, il y en a certains qui ne peuvent pas parce que pour entrer dans le protocole, vous savez bien il y a des conditions, donc il y en a qui ne peuvent pas. Donc notre rôle, c'est de leur dire pourquoi, après de suivre. Mais en général, comme là, il va y avoir 2 autres études pour lesquelles on va participer aussi financièrement et on va essayer de détailler, de répondre. Et faut savoir aussi que nous, associations, on n'est pas médical. S'il y a des questions vraiment, je reprends le terme, mais médicales, on s'oriente, on se documente auprès des hépatologues pour répondre aux questions des patients. Toutes les études sont présentées à l'AG de l'association aussi, au moins une fois par an. Soit les études en cours, soit les études finalisées, pour qu'évidemment il y ait un retour sur l'investissement qui a été réalisé par les patients, parce qu'on leur doit au moins ça, de leur dire voilà ce qu'il en est. Ils sont même en général au courant presque avant la publication. Et peut-être juste vraiment un dernier commentaire en 30 secondes pour Monsieur Jean-Paul Morcillo. Est-ce que ça vous est arrivé de discuter avec d'autres patients pour peut-être les aider à prendre la décision de rentrer dans un protocole? Est-ce que vous pensez que ça a un intérêt? Oui, tout à fait. Alors, je l'ai encore fait hier après-midi. Tous les premiers lundis du mois, nous tenons une permanence à l'hôpital Beaujon, à la bibliothèque Abrami. Et chaque fois, nous rencontrons des malades. Alors bon, l'AMVF, c'est une association qui regroupe une trentaine de maladies rares sur les vaisseaux du foie. Donc, on a quelquefois des personnes qui ont la même pathologie que nous, donc on peut en parler d'autant plus. Alors, bien sûr, le protocole API, c'est terminé, mais il peut y avoir d'autres choses qui peuvent arriver. Et puis, si c'est d'autres maladies que l'on connaît plus ou moins bien, on est là aussi, alors pas pour forcément parler de la maladie, mais pour écouter les gens, essayer de les accompagner, parce que l'association, ça n'a pas été dit, peut aider administrativement les malades à obtenir des ALD, à obtenir des cartes de priorité, quelquefois, suivant les pathologies. Donc, oui, on est là également pour aider le patient et à ce qu'il assume mieux, si on peut dire, sa pathologie. Merci beaucoup. Vraiment un grand merci à tous les trois. On voit vraiment que sur la recherche, même là, la paire aidance a de l'importance, aussi bien au niveau des chercheurs, mais ça vous le savez déjà côté recherche, mais au niveau des patients également, parce que un patient qui est dans un protocole pourra parler justement de son expérience et de comment ça se passe, et éviter justement ce sentiment d'être parfois un cobaye. Merci beaucoup, c'est exactement ça, monsieur. Ouais. Merci. Merci. Francesca, je vous laisse présenter la dernière équipe. Donc, en effet, nous avons la dernière équipe qui est en fait le centre de référence épilepsie rare de l'hôpital Robert Debré et l'association française Syndrome d'Angelman. Et l'idée, c'est de parler de la création du Global Community Advisory Board qui va présenter la communauté internationale de ce syndrome. Et donc, vous êtes 2 orateurs, professeur Auvin. Lara Herman qui est présente et qui a peut-être déjà son micro qui est ouvert pour pouvoir intervenir. C'est surtout l'association Angelman. Je ne sers pas à grand-chose à part d'introduire brièvement le travail qui a été fait par l'association et qui est un travail remarquable. Peut-être juste un mot sur le syndrome d'Angelman. C'est une maladie rare génétique neurodéveloppementale qui atteint le développement précoce d'origine génétique avec différentes
façon dont la génétique est modifiée, mais qui atteint finalement un gène qui est le gène UBE3A, qui est très exprimé dans le cerveau. Les patients ont un retard de développement assez sévère, avec une absence ou quasi-absence de langage, souvent des troubles d'équilibre avec une ataxie et une épilepsie qui est assez fréquente, et un phénotype d'interaction comportementale avec une sociabilité marquée et facilement des rires fréquents. Il y a beaucoup de thérapies qui sont des thérapies ciblées en cours de développement. Il y a eu des thérapies symptomatiques et il y en a encore en cours de développement. Et puis aussi des thérapies ciblées type oligonucléotide enrichissance et thérapie génique. Voilà, mon rôle s'arrête là et je laisse Lara Herman présenter le travail remarquable qui a été fait par leur association. Merci, professeur Merci Auvin. beaucoup. Et surtout, sentez-vous libre d'intervenir à tout moment parce que vos lumières sont toujours précieuses et compléteront mes propos. J'espère que tout le monde m'entend bien. Très bien, oui. Et parfait. Alors, je remercie la plateforme Paris Nord pour cette initiative et pour nous avoir conviés. Donc, je suis Lara Herman, secrétaire de l'Association française du syndrome d'Angelman et mère d'un jeune homme porteur de ce syndrome âgé de 25 ans. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler des Community Advisory Board, donc qu'on va appeler CAB au cours de cette présentation. Et la transition est parfaite, en fait, par rapport au questionnement de la fin de la présentation précédente. Donc, les CAB, alors, pour faire plus vite, sont des dispositifs constitués par les patients et interviennent dans le cadre d'échanges avec des acteurs nationaux et internationaux impliqués dans la recherche, que ça soit vraiment à des stades très fondamentaux. Donc, on peut parler à des cliniciens, à des sociétés pharmaceutiques, à des laboratoires de recherche, voire aussi à des instances officielles nationales et internationales qui interviennent par exemple dans le contrôle et de la mise sur le marché des médicaments, comme par exemple l'EMA pour l'Europe ou l'HAS, la NSM pour la France. Donc, pour remettre tout ça un peu en perspective, l'origine des CAB remonte à l'implication des patients dans la recherche médicale au moment du sida. Et le rôle des CAB, la présence des CAB, s'est amplifiée avec le mouvement de la démocratie en santé. Les CAB, comme dit précédemment, sont composés par des patients ou par leurs proches lorsque les patients ne peuvent pas s'exprimer sur les soins, comme c'est le cas des personnes porteuses du syndrome d'Angelman, comme l'a très bien expliqué le professeur Auvin. Les membres du CAB sont formés, qualifiés et prennent la parole non à titre individuel et personnel, mais au nom de l'ensemble de la communauté qu'ils représentent. Et donc cela a plusieurs avantages, parce que ça permet à la communauté de présenter comme un fonds uni, d'être un interlocuteur bien identifié dans le panorama national ou international, de parler d'une seule voix et donc de ce fait d'accélérer et simplifier les échanges avec les interlocuteurs que j'ai cités tout à l'heure. C'est facile d'en déduire que dans le cadre de maladies rares, voire très rares, les CAB sont un outil précieux, indispensable, parce qu'un CAB permet de rassembler les différents acteurs associatifs, notamment au moment où les sociétés pharmaceutiques, les laboratoires de recherche commencent à s'intéresser de près à une pathologie rare et, pourquoi pas, vouloir proposer des essais cliniques. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Pour ce qui concerne plus précisément le CAB du syndrome d'Angelman, il est né en 2021 à l'initiative de 2 grands blocs associatifs pour unir leurs forces et leurs voix. Un petit pas en arrière, si vous me le permettez. Les associations autour du syndrome d'Angelman ont été créées par les parents il y a à peu près une trentaine d'années quand le syndrome d'Angelman a été diagnostiqué.
Et les 2 blocs en question dont on parle dans cette slide étaient représentés notamment par l'Association américano-canadienne, d'une part, et par les associations européennes, d'autre part. Associations européennes qui s'étaient déjà assemblées, fédérées, si vous voulez, dans une association internationale nommée Angelman Syndrome Alliance. La création du CAB a été soutenue par Eurordis, qui est l'instance internationale des maladies rares, si vous voulez, en fait, une sorte d'alliance maladies rares au niveau européen, voire international. Et Eurordis nous a fourni un cadre d'action, un cadre juridique pour intervenir au nom du CAB. Il nous a donné une charte et aussi a formé les membres de ce CAB. En 2025, un réseau associatif international plus récent a rejoint le CAB. Donc, on peut dire que aujourd'hui, désormais, le CAB représente vraiment l'ensemble de la communauté Angelman mondiale. Le CAB aujourd'hui, c'est 14 associations membres, donc 14 parents experts qui participent à cette instance, disséminés sur 4 continents. Et donc, on peut aller à la slide suivante, s'il vous plaît, qui permettra de géolocaliser quelque part, en fait, ces personnes, donc disséminées un peu partout sur le globe. Le CAB, en tant que tel, n'est pas figé. Nous avons, en fait, un règlement intérieur, pour ainsi dire, en fait, qui stipule, par exemple, que les mandats sont de 3 ans renouvelables. Et je précise aussi que les membres du CAB sont tous bénévoles, donc tous déjà membres d'associations nationales et en plus ayant accepté cette mission, disons, complémentaire, supplémentaire. Donc, quand on communique, on aime bien aussi montrer l'image que vous voyez à l'écran, des personnes du CAB photographiées avec leurs enfants. D'une part, ça rend plus humain en fait cette instance, ça l'incarne quelque part et met en exergue vraiment l'expertise et les savoirs expérientiels de ces personnes, de ces bénévoles. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, depuis la création du CAB du syndrome d'Angelman, cette instance a été interpellée plusieurs fois, notamment par des sociétés pharmaceutiques internationales. Et sur quoi exactement? Sur plusieurs points fondamentaux, notamment pour avoir le feedback des parents sur leur quotidien avec leur enfant, pour comprendre quelles sont les difficultés quotidiennes des personnes porteuses du syndrome d'Angelman, et donc pour ces sociétés pharmaceutiques, pour mieux diriger le ciblage de thérapies éventuelles, pour comprendre quelles étaient, aux yeux de la communauté internationale, les améliorations pouvant changer de manière significative la vie des malades et de leur entourage, pour avoir le feedback sur les designs d'essais cliniques avant de les déployer, et ceci dans le but de mettre vraiment en adéquation les thérapies proposées avec le respect des personnes et les besoins particuliers, singuliers, liés au syndrome d'Angelman. Et puis, point très important, dans les discussions, le CAB a été interpellé aussi sur les critères d'évaluation présents dans les essais cliniques, parce que bien sûr, les échelles étalonnées existent, mais elles ne sont pas toujours adaptées à toutes les pathologies. Donc, pour le syndrome d'Angelman, il a fallu adapter certaines échelles et voire en créer de nouvelles à intégrer dans les designs des essais cliniques concernant les patients porteurs du syndrome d'Angelman. Donc, voilà, je m'arrête là sur la présentation de ce dispositif que peut-être certains d'entre vous connaissaient déjà.
Et C'est vraiment un dispositif, pardon, allez-y, terminez, excusez-moi. Non, j'allais terminer et proposer au professeur Auvin de compléter les propos s'il le souhaitait, avec grand plaisir. C'est parfaitement complet, j'ai rien à dire et vous avez très bien fait état de comment les choses ont évolué. Et je pense que, comme je l'avais dit en introduction, ça a été remarquable. C'était pas, ça a été, enfin, je pense que s'il y a eu aussi autant de développement de nouvelles thérapies dans le syndrome d'Angelman par rapport à d'autres maladies neurodéveloppementales, c'est aussi parce que tout ce travail a été fait. Et c'est vraiment intéressant comme outil puisque ça permet d'avoir une représentativité des patients et des proches la plus réelle possible, si je puis dire. Ce qui doit être un outil vraiment pratique d'avoir finalement cet interlocuteur pour mener des essais cliniques ou d'autres actions d'accompagnement des patients. Oui, c'est un point vraiment fondamental. Je pense que c'est très rassurant et pour la communauté, donc les parents et donc les patients, mais aussi pour la communauté scientifique et les labos, d'avoir disons, en face des personnes qui portent la voix de la communauté entière et qui sont quelque part, comment dirais-je, qualifiées, qui parlent en fait avec un certain recul parce qu'ils se sont déjà penchés sur certains sujets, voilà, éthiques, pratiques, médicaux, etc. Et est-ce que le CAP, finalement, c'est une solution? J'essaye de reprendre deux questions qui sont dans le chat, hein, pour faire avancer la recherche sur des pathologies où il y a vraiment très peu de patients identifiés, tant en France qu'à l'international. Ça, c'est une question qui est plus, on va dire, orientée pour l'ensemble des professionnels qui sont peut-être encore connectés là. Moi, ce qui conduit un industriel à développer un médicament, enfin, les choses, elles sont assez claires, c'est est-ce qu'il y a une communauté de patients, est-ce que les patients sont identifiables, et à quel point ça va être compliqué de réaliser des essais. Donc, quand on a ce genre d'outils, oui, ça peut déplacer l'épicentre ou le centre de gravité vers prendre une décision de faire un développement médicamenteux. Et quand on dit de réussir à mener un essai, c'est à la fois en termes de recrutement, mais également sur le La design pour qualité que de ce la soit plus recherche et adapté. les outils, ouais, Exactement. parce que là, par exemple, les échelles qui sont en général reconnues par les agences de régulation, c'est des échelles qui ont été développées chez des enfants avec une cognition normale, comme le QI, je prends ça comme exemple qui est assez simple, mais il y a d'autres échelles. Mais c'est des échelles validées et validées sur une cognition normale. Donc, dans tous les troubles du neurodéveloppement, pour un certain nombre de ces maladies, vous avez une espèce d'effet plancher. Tout le monde, pour certains, sous-score. Aucun patient, et par exemple, si je prends l'exemple du syndrome d'Angelman, où il y a très peu de patients qui ont un langage, et souvent un langage qui se limite à quelques mots quand ils en ont un, faites les sous-tests de langage, forcément, vous n'allez jamais côté zéro. Et malheureusement, en tout cas aujourd'hui, pour les premières thérapies, on ne s'attend pas à une transformation immédiate. Donc il faut des échelles adaptées. Et là aussi, c'est au-delà de simplement identifier les patients et les designs, c'est aussi d'avoir les bons outils et pas simplement un outil qui mesure quelque chose, un outil qui a un sens. Et là, c'est là où les familles doivent nous dire qu'est-ce qui a sens. Changer quelque chose, c'est pas le soignant ni les agences de régulation qui doivent dire ça fait sens. Et on voit vraiment, hein, c'est, les patients ne sont pas là uniquement sur l'aspect recrutement, mais également sur sur la possibilité d'élaborer une étude. Et pour répondre à une remarque tout à l'heure, peut-être que toute étude, à partir du moment où elle a été bien montée, est forcément positive, quel que soit le résultat, puisqu'elle apporte une information qui va pouvoir être utile par la suite. Bien sûr. L'absence de résultats dans certaines études est déjà un résultat en soi, hein. Exactement. Mm. Francesca, est-ce que je vous laisse le mot de la fin? Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup Jean-David et désolé de vous avoir abandonné pendant ces premières minutes. Je pense qu'on peut remercier l'ensemble des orateurs. Je trouve que les discussions étaient passionnantes avec vraiment des focus très différents. Donc c'était vraiment un moment important
Et évidemment, on remercie la plateforme Paris Nord qui organise ces webinaires. C'est une vraie richesse pour nous tous. Et donc, que dire de plus qu'à bientôt pour les prochains événements. À très vite. Bonne journée tout le monde et merci aux organisateurs et intervenants. Merci. Merci de la part de la plateforme aussi à tous les intervenants et tous ceux qui étaient connectés. À bientôt pour la prochaine édition.